Bonjour à tous et à toutes. Merci de me recevoir aujourd'hui. Moi, je suis vraiment avocate en pratique privée depuis mon assermentation en 2016 et c'est précisément dans cette posture-là que je souhaite m'adresser à vous aujourd'hui parce qu'une partie importante de mon travail consiste à conseiller des artistes et des producteurs pour m'assurer que le contenu de leurs œuvres respecte différents paramètres légaux, dans le but évidemment de leur éviter autant que possible des poursuites judiciaires ou des réclamations de tiers qui pourraient se dire lésés par leurs œuvres. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans mon travail, je lis des scénarios, je visionne des versions préliminaires de montage ou je donne des lignes directrices à des équipes de tournage sur toutes sortes d'enjeux. Par exemple, on a parlé de droit d'auteur, sur le respect d'ordonnances de non-publication, c'était un sujet d'actualité cette semaine, ou encore relativement au droit de la personnalité, plus particulièrement par rapport au droit d'une personne au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Ce faisant, j'ai la chance, ou certains diront peut-être le rôle ingrat, selon la perspective d'être aux premières loges pour constater de quelle manière nos lois peuvent avoir un impact concret sur la liberté d'expression des artistes et sur leur travail de création. Aujourd'hui, je vais me concentrer vraiment spécifiquement sur les droits de la personnalité, plus spécifiquement le droit à l'image, au nom et à la vie privée. Alors, rapidement, je vais vous entretenir un peu sur qu'est-ce que c'est que les droits de la personnalité, définition, cadre juridique, source juridique au Québec. Ensuite, je vais vous passer un peu à travers ma pratique, en quoi ça constitue une révision juridique de contenu artistique, pourquoi les gens nous engagent pour faire ça. Quelques leçons jurisprudentielles, quelques comparables sur ce que les tribunaux ont dit par rapport à la délimitation de la liberté d'expression, par rapport aux droits de la personnalité et finalement d'autres considérations normatives. Qu'est-ce que c'est que les droits de la personnalité? Bien, les droits de la personnalité sont aussi parfois qualifiés de droits primordiaux. Ce sont des droits qui sont inhérents à la personne. Ils ont pour fonction d'assurer la protection de ce qui constitue leur individualité, leur essence, leur dignité. Un très bon traité pour ces questions, c'est le livre de Dominique Bourgault, Le droit des personnes physiques, que je vous recommande vivement si vous vous intéressez à la question des droits de la personnalité. Les droits de la personnalité sont des droits qu'on appelle extra-patrimoniaux. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur pécuniaire inhérente. Leur objet, c'est vraiment la personne dans ses caractéristiques propres, même si l'exploitation de certains droits de la personnalité peut amener rétribution. On va le voir un petit peu plus tard. Par exemple, lorsque quelqu'un accepte contractuellement qu'on raconte sa vie à l'écran, bien, on peut parfois demander une rémunération contre ça. Même chose pour les mannequins qui participent à des campagnes publicitaires, bien, ils sont rétribués, sont rémunérés pour qu'on capture leur image et qu'on l'exploite. Les droits de la personnalité nous proviennent du Code civil du Québec. Dans l'article 3 du Code civil, on parle que toute personne est titulaire des droits de la personnalité tels le droit à la vie, à l'inviolabilité, à l'intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. Évidemment, on s'intéresse plus particulièrement pour les fins de notre affaire aux trois derniers qui sont listés. Ces droits sont incessibles. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être cédés, ils ne sont pas susceptibles de renonciation. Ils s'éteignent avec la mort également de la personne parce qu'ils sont associés à la personnalité juridique. Donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas transmis aux héritiers. Donc, si une personne a une réclamation à faire en lien avec la violation de son droit à l'image, par exemple, c'est la personne qui doit le faire. Ça ne peut pas être ses héritiers. Nulle atteinte peut être portée à la vie privée d'une personne sans que cette personne-ci n'y consente ou si la loi l'y autorise. Quelques exemples à l'article 36 du Code civil qui nous démontrent qu'est-ce que peut constituer une atteinte à la vie privée. L'utilisation du nom, de l'image, de la ressemblance, de la voix, à toute autre fin que l'information légitime du public. Les droits de la personnalité ont également leur corollaire, leur miroir dans les droits fondamentaux. On retrouve le droit à la vie privée et à la réputation qui sont consacrés dans la Charte québécoise, au même rang que la liberté d'expression. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que le législateur considère ces deux droits-là à valeur égale et qui doivent être pondérés les uns par rapport aux autres. Si une personne souhaite faire valoir son droit à l'image ou son droit à la vie privée, qu'elle considère qu'une personne y a porté atteinte, elle doit s'en remettre au régime général de la responsabilité civile, c'est-à-dire qu'elle doit prouver qu'il y a eu une faute, un dommage qui a été subi et un lien de causalité. C'est ce que nous apprend l'affaire Aubry contre vice-versa, qui est vraiment l'arrêt de principe en matière de droit à l'image, une décision qui s'est rendue jusqu'en Cour suprême du Canada, et qui demeure à ce jour vraiment l'arrêt de principe en matière de droit à l'image. Je pense que ça vaut la peine de relater peut-être un peu les faits de cette affaire parce que ça illustre très bien, à mon avis, les tensions qui peuvent exister entre le droit à la vie privée et le travail d'un créateur. Madame Aubry a 17 ans. Ça, c'est une reproduction de la photo, mais évidemment, on a caché son visage puisque c'était l'enjeu en question. Donc, Madame Aubry a 17 ans lorsqu'elle est photographiée à son insu par le photographe Gilbert Duclos, alors qu'elle se trouve assise devant un immeuble de la rue Sainte-Catherine à Montréal.
Alors, le photographe ne lui demande pas son autorisation, elle n'est pas consciente qu'elle est photographiée. Quelques mois plus tard, la photographie est publiée dans la revue Vice Versa, qui est une revue à vocation artistique dont le numéro s'est vendu à 722 exemplaires. Un ami de Mme Aubry porte la revue à son attention. Elle poursuit le photographe et la revue pour 10 000 $. La question en litige étant la suivante, est-ce que c'était légitime de publier la photo de Mme Aubry prise dans un lieu public sans son consentement? Réponse de la Cour suprême, non. Le droit à l'image, qui est une composante du droit à la vie privée de Mme Aubry, prime parce qu'il n'y a pas d'intérêt public dans la prise de la photographie. Donc cet arrêt-là met en place beaucoup de choses. Premièrement, on statue que le droit à l'image, c'est une composante de la vie privée et non pas un droit distinct. Ce droit surgit lorsque le sujet est reconnaissable. Donc on peut parler de violation du droit à l'image et par conséquent de faute au terme de la responsabilité civile dès que l'image est publiée sans le consentement de la personne et qu'elle permet l'identification de la personne. Il peut également y avoir violation si l'image publiée n'a aucun caractère répréhensible et qu'elle n'a aucunement porté atteinte à la réputation de la personne. Donc, vous voyez, la photo est bien innocente, il n'y a rien de particulièrement attentatoire à la réputation de madame, mais ce n'est pas un critère dans l'évaluation de la faute pour l'atteinte du droit à l'image. Ce que la Cour nous dit également dans cette affaire, c'est que la pondération des droits à la vie privée et à la liberté d'expression dépend vraiment de la nature de l'information et de la situation des intéressés, parmi d'autres critères. C'est vraiment une question qui est dépendante du contexte. Donc, on est vraiment face à une évaluation au cas par cas avec les faits qu'on a devant nous. La Cour nous donne quelques exemples de ce qui constitue l'information légitime du public, qui était listé tout à l'heure à l'article 36 du Code civil. Un exemple d'information légitime du public, par exemple, la personne en question est une personnalité publique, ou la personne est une personne inconnue qui devient publique en raison d'un événement d'intérêt public, par exemple un procès, ou la personne apparaît dans un événement public, par exemple un événement sportif, une manifestation, qui est d'intérêt public. Donc, les exemples sont assez clairs, mais qui nous donnent un peu d'indication sur ce qui constitue l'intérêt public à l'extérieur d'un contexte, disons, documentaire ou de représentation du réel. Et de manière plus importante, la Cour nous mentionne que la liberté d'expression artistique n'est pas supérieure ou ne bénéficie pas d'une catégorie particulière pour sa protection. Il n'y a pas de justification pour lui attribuer un statut supérieur à la liberté d'expression générale. L'artiste peut invoquer son droit à la liberté d'expression suivant les mêmes conditions que toute autre personne, et c'est exactement ce que la Cour suprême nous a dit récemment, 25 ans plus tard, quasiment, dans l'affaire Ward. En résumé, chaque personne contrôle à elle seule l'usage qu'elle fait de son nom, de son image, de sa vie privée. Si on veut utiliser un de ces éléments-là, il faut lui demander l'autorisation. S'il n'y a pas d'autorisation, on fait une évaluation contextuelle pour déterminer si l'atteinte elle est fautive ou si elle est justifiée au nom de l'intérêt public, qui est une composante de la liberté d'expression. Et qu'il peut y avoir faute, même si l'utilisation n'est pas diffamatoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, concrètement, dans le travail d'une personne qui fait mon travail? Essentiellement, on a plusieurs questions à se poser lorsqu'on est devant une œuvre artistique qui comprend potentiellement le nom, l'image, la vie privée d'une personne. On se demande, est-ce que c'est une personne qui est réelle? Et cette question-là se pose tant en documentaire qu'en production médiatique qu'en fiction. Ça peut être parce qu'on la met en scène, ça peut être parce qu'on la décrit, ça peut être parce qu'on la nomme. Quand on parle d'un nom, mais ça peut être le nom complet de la personne. Quand on parle d'image, ça peut être une photo, une vidéo, mais également sa ressemblance. On pense à l'idée de la caricature. Quand on parle d'éléments de la vie privée, on peut parler d'éléments relatifs à la vie personnelle d'une personne ou le fait d'aller filmer dans un lieu privé, par exemple, à l'intérieur d'une maison. On peut également parler de l'usage de la voix. Ensuite, on va se demander, est-ce que cette personne-là, elle est vivante ou elle est décédée? Si elle est décédée, généralement, les droits de la personnalité sont éteints, donc ça va, à moins que les héritiers puissent eux-mêmes plaider une faute ou un préjudice personnel. Par exemple, s'ils sont identifiables par association et qu'ils vivent un préjudice du fait qu'ils sont identifiables dans la production en question. Comment déterminer si la personne est identifiable? La question se pose, est-ce que la personne est identifiable pour qui? Pour le grand public? Pour l'entourage de cette personne-là? À l'ère des moteurs de recherche, à l'aide d'une simple recherche Google ou au bout de 2-3 clics, on peut reconnaître la personne. La jurisprudence nous rappelle que c'est une évaluation qui est contextuelle, qui va dépendre de la situation de la personne et des informations en question. Mais je vous dirais que de manière générale, plus le portrait qui est fait, disons, est plus péjoratif, plus on essaie d'avoir une approche plus restrictive quant à l'identification de la personne. Puis on pourrait considérer que même si elle est identifiable que pour son entourage, si on parle d'informations sensibles relatives à sa vie, peut-être qu'on va essayer de masquer son identification le plus possible.
C'est la raison aussi pour laquelle, quand vous regardez des documentaires, parfois, il va y avoir des personnes qui sont floutées ou des voix qui sont changées. C'est pour éviter l'identification de ces personnes. Ou pour éviter d'utiliser leur voix, qui est aussi une autre composante de la vie privée. L'autre question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut réalistement obtenir l'autorisation de la personne? Cette personne-là, est-ce qu'elle est joignable? Quelles sont les chances qu'elle dise oui à participer à notre œuvre? Son refus potentiel compromet-il même l'existence du projet? Si la personne est prête à consentir, est-ce qu'elle consentit à certaines conditions? Certaines personnes demandent par exemple d'avoir un droit de regard sur les manuscrits ou de visionner certaines versions de montage. C'est notamment le cas dans le cadre de récits biographiques sur les personnalités publiques. On va également s'assurer que l'autorisation de la personne est suffisamment large pour couvrir les actions de recherche. C'est ce que nous rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Lahoun contre Malo en 2003. Très rapidement, Mme Malo, qui est une comédienne, avait pris des photos pour l'opticien M. Lahoun pour faire de la publicité pour certaines marques de lunettes. Et puis finalement, se retrouve sur la couverture d'un magazine. M. Lahoun avait autorisé un magazine à reproduire la photo sur sa couverture. Donc, Mme Malo dit, moi, j'étais correcte d'être sur des petites affiches dans votre magasin d'optométrie, mais je n'avais pas dit ouais être sur la couverture d'un magazine. Mon autorisation ne couvrait pas ce type d'utilisation. Il y a une affaire aussi similaire. C'est une dame qui a participé à Québec dans un rallye politique pour le Parti québécois et qui prend une photo avec le député de sa circonscription, accepte de prendre une photo lors de l'événement. Finalement, sa photo se ramasse sur les tracts politiques, sur les pamphlets de publicité du PQ. Donc, madame porte l'affaire en cours et on lui indique effectivement, bien qu'elle ait consenti, bien qu'elle était dans un événement public, ça ne voulait pas dire qu'elle voulait devenir la face du Parti québécois. Si on n'obtient pas l'autorisation, on peut voir si ça peut justifier au nom de l'information légitime du public et de l'intérêt public. L'affaire Aubry nous donnait quelques exemples, mais ce n'est pas absolu. Qu'en est-il des détails intimes de la vie privée d'une personnalité publique? Est-ce que c'est vraiment d'intérêt public? Est-ce que l'intérêt public demeure intact dans le temps? Une affaire qui était d'intérêt public en 2003, est-ce qu'elle l'est toujours en 2023? C'est toutes des questions qu'on va se poser dans le cadre de notre travail. Que faire si une personne est reconnaissable, qu'il n'est pas possible ni souhaitable d'obtenir son autorisation ou qu'on n'entre pas dans une exception d'intérêt public justifiée par la liberté d'expression? Il arrive que le juridique doive se mêler au créatif. Donc, par exemple, on va recommander de changer les caractéristiques importantes de certains personnages, par exemple le nom, l'âge, le sexe, la profession. On va proposer de faire des personnages composites. 3 personnages, 3 oncles et tantes deviennent un beau-frère. C'est pas à toute épreuve, parce qu'à la fin de la journée, quand un auteur parle de sa vie familiale, fait référence à son père, à sa mère, bien, généralement, même s'il ne les nomme pas, bien, on sait exactement à qui on fait référence. Un autre subterfuge qu'on veut utiliser, c'est évidemment l'avertissement qu'on peut voir comme quoi qu'il s'agit d'une fiction et que tous les personnages sont inventés. C'est évidemment pas à toute épreuve. Mais ce qu'on espère faire quand on fait ce genre de recommandations-là, essentiellement, c'est 2 choses. La première, c'est de rendre la personne le moins identifiable possible, pour ainsi que le droit à l'image ne puisse pas être invoqué. Mais c'est aussi de démontrer que tous les efforts ont été faits dans ce sens, que si on devait se ramasser devant un juge, au niveau du standard de la personne raisonnable, on ferait démontrer qu'on a fait toutes les actions possibles et qu'on agit comme une personne raisonnable pour essayer de préserver l'anonymat de la personne. Comme la Cour suprême nous le rappelle dans l'affaire Aubry, c'est une question contextuelle qui dépend de la nature de l'information et de la situation des parties. Que nous dit la jurisprudence? Outre les arrêts de principe, comment la jurisprudence nous guide dans notre travail? Il y a énormément de jurisprudence qui existe sur des articles de journaux, sur des reportages télé, sur des documentaires, sur des photographies. Quand il est question d'œuvres de fiction, on navigue un petit peu plus dans le noir. Parce qu'on a beau s'écrire un cadre d'analyse, en absence de comparables, c'est un peu difficile de savoir quelles sont les limites qui seraient acceptables aux yeux d'un juge. Il y a très peu de jurisprudence en la matière. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de poursuites qui se font. Et ça, je le vois dans mon travail. Les artistes en reçoivent des mises en demeure sur leur contenu. Parfois, des changements sont apportés. Parfois, les compensations financières sont payées. Et ce que ça fait, bien, comme ces choses-là sont réglées au niveau privé, on n'a pas d'informations publiques qui nous permettent de nous guider pour savoir bien, c'est quoi la réelle ligne directrice à laquelle on peut se référer. Je cite rapidement quelques affaires. La première, c'est un film pornographique sur l'agente 728 XXX qui a été rejeté. La policière Stéphanie Trudeau plaidait notamment qu'elle était reconnaissable à cause du nom de son matricule qui avait été très médiatisé pendant la grève étudiante. Ce que la Cour nous dit, c'est pas une utilisation de votre nom. Le matricule 728, c'est pas une caractéristique inhérente de votre personne qui vous a été attribuée à titre de droit de la personnalité. C'est dans le cadre de votre travail, de votre fonction publique. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a eu une atteinte ni au droit à l'image, ni à l'utilisation du nom, et vous êtes caricaturé, donc on ne vous représente pas réellement, et la caricature est limite autorisée au niveau de la liberté d'expression.
Une autre affaire, Varenne contre Ramon, c'est un réalisateur qui, sur un blog de cinéma, explique un peu la démarche derrière son film et raconte que ça a été motivé par toute la péripétie que sa famille a vécue lorsqu'ils ont essayé de vendre l'entreprise familiale qui s'appelle les Pourvoiries des Laurentides Limitées. On ne nomme pas sur le site web le nom de la pourvoirie, on fait juste mentionner l'entreprise familiale. Et une personne qui est impliquée dans la transaction se sent visée, se sent attaquée, donc poursuit en diffamation pour 250 000 $. L'affaire est rejetée. Ce qu'on lui dit, c'est « Bien, monsieur, il y a juste vous qui savez que c'est vous. Il n'y a personne qui vous identifie. » Une autre affaire, c'est l'affaire de Perron contre l'édition Les Intouchables. C'est sur le fameux livre « Les Perronismes », où est-ce qu'on reprenait les expressions de Jean Perron, qui est un ancien entraîneur des Nordiques du Canadien de Montréal, qui avait une belle façon de s'exprimer, disons, qui était assez cocasse, comme souvent le sont les commentateurs de hockey. On a fait un recensement essentiellement de certaines de ces citations, et M. Perron était surtout insatisfait à l'effet qu'on utilisait le mot « les perronistes ». Il disait que c'était une atteinte à l'utilisation de son nom. Bon, il y a toute une affaire judiciaire derrière ça. Il avait essayé d'obtenir son consentement, il a dit non, il s'est rétracté. Bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, ce que la Cour dit, c'est ben, vous êtes une personnalité publique, vous êtes caricaturé. Encore une fois, on dit les péronismes. On utilise juste le nom pour expliquer ce qu'est un péronisme. Ça ne s'agit pas d'une utilisation de votre nom à des fins commerciales. Donc, on considère qu'il n'y a pas d'atteinte à l'utilisation de votre nom. Je vous parlerai peut-être juste très rapidement de l'affaire Proietti contre Cité Amérique, qui était concernant le film Monica la mitraille, où avant la sortie du film, les sœurs de Monica Proietti ont envoyé une demande d'injonction au producteur pour demander de voir les scénarios, pour savoir si on faisait un portrait d'elle dans le film ou pas. L'affaire n'a pas été jugée sur le fond comme c'était une demande d'injonction. On a dit de toute façon que c'était trop prématuré car le film n'était pas encore sorti. On ne savait même pas encore si les personnes étaient identifiées ou non. Donc, elle n'avait aucun intérêt juridique valable pour faire cette demande-là. Cela dit, si cette chose-là s'était rendue à procès, si ça s'était développé, ben, c'est un exemple très, très flagrant de comment les aspects privés de la vie d'une personnalité publique peuvent quand même faire partie de leur vie privée et que certaines personnes, même si elles ne sont pas identifiées nommément, peuvent être identifiées par association. Je terminerai peut-être sur quelques autres considérations normatives au-delà des questions du droit de la personnalité. Je dévie un petit peu du sujet, mais ça rentre quand même dans l'encadrement de la liberté de création. Il y a des questions éthiques parfois également quand on traite de sujets sensibles, même si l'intérêt légitime du public le justifie, même si la personne est une personnalité publique. Parfois, on sent que c'est nécessaire d'aller obtenir l'assentiment moral de la personne dont il est question. Deux autres éléments qui peuvent nous amener à encadrer la liberté de création aussi, c'est des considérations purement financières et pécuniaires. Par exemple, entre un scénariste et son producteur, dans les contrats, on retrouve des clauses de représentation et garantie où on dit que l'auteur garantit que son œuvre ne porte pas atteinte aux droits des tiers, garantit que son œuvre est originale, n'utilise pas d'œuvre d'autres personnes. Alors même si nous, d'un point de vue juridique, on fait l'exercice et on considère que c'est acceptable, même chose au niveau, par exemple, de l'utilisation équitable, mais parfois, contractuellement, on est obligé d'aller chercher certaines autorisations. Même chose, peu de gens le savent, mais dans le cadre de l'industrie audiovisuelle au Québec, chaque production qui se ramasse à la télévision doit faire l'objet de ce qu'on appelle une assurance erreur et omission. Donc, pour obtenir cette assurance-là, il doit y avoir des avocats qui vérifient le contenu et qui s'assurent que ce contenu-là respecte certaines normes juridiques. Donc, c'est souvent dans ce contexte-là que je suis amenée à faire le travail que je fais. Et parfois, les demandes de ces assureurs-là sont plus restrictives que ce que le droit demande. Donc, c'est la fin.